Vivre sans statut au Canada, voici à quoi on s'expose. Plusieurs personnes se demandent s'ils peuvent arriver au Canada avec un statut de visiteur et ensuite changer de statut. C'est tout à fait possible, parce que si on regarde sur le site du gouvernement du Canada, ils le disent, vous pouvez bien évidemment soit prolonger votre visa visiteur ou changer de statut une fois sur le territoire. Mais est-ce que c'est aussi simple qu'on le dit? Ne laissez pas les gens vous vendre un rêve qui ne se réalisera pas et qui vous fera mettre votre vie en pause en attendant ou en espérant d'avoir un meilleur statut. Cette vidéo n'est pas faite pour vous décourager de venir au Canada. Non, le Canada est un très bon pays, mais il faut avoir les papiers pour pouvoir vivre le rêve canadien et réaliser les projets d'une vie. Écoutez ce reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada, qui est la chaîne publique du Canada. Ça a été publié en octobre 2020. Bon visionnage et surtout, bonne immigration. Il y a bien des gens qui pensent que les clandestins, les sans-papiers, profitent des mêmes services que nous. Sans ce statut, on se sent comme un sous-homme, on se sent comme sous-citoyen. Depuis la COVID-19, certains d'entre eux se retrouvent dans des conditions extrêmement précaires. On s'est tous infectés. Ensuite, on a commencé à contaminer tout le village. Exploités par des arnaqueurs. Je me suis retrouvé dans une toile de mensonges, de fausses promesses. Ils ont peur de tomber malades, de se blesser dans les métiers qu'ils pratiquent, qui sont parfois extrêmement dangereux, mais surtout, ils ont peur d'être envoyés dans leur pays. Parce qu'ils savent qu'il y a un risque de détention, qu'il y a un risque de déportation, alors qu'ils se rendent au travail, alors qu'ils amènent leurs enfants à l'école. On va vous révéler comment ça se passe dans ce que le gouvernement appelle les centres de surveillance pour les clandestins, mais qui vraiment ressemblent davantage à des prisons. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Ils sont partout. Vous les croisez dans la rue et dans les transports en commun. Ils sont vos amis et vos collègues de travail. Ils construisent nos maisons, nos immeubles et nos routes. Ils produisent notre nourriture. Ils payent des loyers, ils payent des taxes de vente, ils payent des impôts. Ils contribuent à l'essor économique du pays, mais souvent, ils occupent des emplois difficiles qui n'intéressent pas les autres travailleurs. Ce que je fais, c'est vraiment pour la survie, parce que je n'ai pas le choix. C'est humiliant, c'est rabaissant, c'est frustrant. Ils se cachent parce qu'ils sont recherchés par les autorités. Le risque de se retrouver dans les mailles de l'Agence des services frontaliers, ça passe par les policiers. Dans la majorité des cas, ça passe par les policiers et donc les gens ont peur. Leur crime, travailler au noir, sans papier, et vivre ici de manière irrégulière, clandestinement. Ça peut être un cauchemar de vivre dans la clandestinité. On vit dans la peur constante de se faire envoyer dans un autre pays. Ils se font normalement discrets, même si certains sont ici depuis plus d'une décennie. Mais la COVID les a poussés à sortir de l'ombre. Un nombre important de sans-papiers ont pris la rue pour réclamer le droit de vivre ici. Du jamais vu au Canada. À cause de la pandémie, ils ont perdu leurs emplois, comme beaucoup de Canadiens. Mais ils n'ont pas d'aide économique. Ils n'ont droit à rien. On n'avait plus d'argent pour payer le loyer, ni pour manger. Il serait des dizaines, voire des centaines de milliers au Canada. Oui, il y a des gens qui peuvent jouer le système, mais je dirais que la vaste majorité, c'est des drames humains. Et pourtant, ils n'existent pas pour les gouvernements. Ils sont ignorés de tous. Pour une rare fois, ils racontent leurs histoires et certains montrent même leur visage. Nous sommes allés à la rencontre de ces gens, de ces invisibles. Ce jeune homme est l'un des porte-parole des sans-papiers au Canada. Il s'appelle Abdul et il lutte pour que des milliers de personnes sortent de la clandestinité. Sans ce statut, on se sent comme un sous-homme, on se sent comme sous-citoyen. On vit au jour le jour. C'est vraiment la solitude complète. Des gens qui se cachent, ils vivent pratiquement dans la peur chaque jour.
Il s'est transformé en leader un peu malgré lui. C'est un homme timide, mais déterminé. Tout le monde est essentiel! Je ne veux pas vivre dans l'injustice. Je ne peux pas supporter l'injustice et ça me remonte. Tout le monde est essentiel! Les jours d'Abdoul au Canada sont comptés. Il est visé par un mandat de déportation et jusqu'à tout récemment, il se cachait. Je sortais pas, je m'assurais tout juste d'avoir un toit, quelque part où dormir et me cacher. En fait, son vrai nom n'est pas Abdoul, c'est un nom d'emprunt. Les premières fois qu'on l'a rencontré, il ne voulait pas montrer son visage à la caméra. C'est vraiment stressant, c'est une angoisse constante. Hein. C'est pas qui faire confiance ou où s'afficher. C'est vraiment compliqué et c'est très fatigant à vivre. Et pourtant, l'histoire de cet homme devenu clandestin avait tellement bien commencé. Je suis parti aux États-Unis pour être étudiant, pour gagner en connaissances, mais surtout pour découvrir la vie, quoi. Arrivé là-bas, moi, c'était le rêve, quoi. Il voulait être libre, penser et agir par lui-même, parce qu'Abdoul est né au Sénégal, dans une famille aisée mais conservatrice. Ce voyage d'études devait lui permettre de se soustraire à l'emprise de son père. Mais le sentiment de liberté sera de courte durée. Mon père voulait vraiment que je me marie avec quelqu'un que moi-même, j'avais même pas choisi. Vraiment, me marier avec elle, c'était genre de la folie, quoi. C'était genre absurde pour moi. Abdoul est incapable de convaincre sa famille d'annuler le mariage arrangé. Sa vie commence à s'écrouler. Il dévoile alors son plus grand secret. Et c'est dans un coup d'énervement aussi que je lui ai avoué que j'étais homosexuel. Il a vraiment pris très très mal, quoi. Il voulait plus me parler. Il disait que je faisais plus partie de la famille, qu'il n'a pas mis au monde un homme comme moi. Il est donc renié, banni des siens et sans le sou. Il enchaîne les boulots, mais c'est impossible. Et après l'école, c'est mon appartement que je pouvais plus payer. Je me suis fait évicter de là-bas. J'avais pas aussi l'argent pour me nourrir non plus. Hein. Il tombe dans l'itinérance. Il troque du travail pour un lit, pour des repas. Abdoul cherche alors de l'aide de sa sœur qui vit au Canada. Il se présente au poste frontière et demande refuge. Mais quelques mois plus tard, le gouvernement refuse de l'accueillir comme réfugié. Il doit quitter le pays. Mais pas question pour lui de retourner au Sénégal. C'est vraiment impossible d'être gay dans une société comme ça. Hein. C'est pratiquement dangereux même de l'être hein, là-bas parce que à plusieurs occasions, des gens se sont fait agresser. Il disparaît alors du radar des autorités canadiennes et il devient un clandestin. Comme Abdoul, ils sont des milliers à disparaître tous les ans dans les grandes villes du Canada. C'est difficile de vivre sans papier. Impossible d'ouvrir un compte en banque, d'avoir un permis de conduire, de louer un appartement ou de travailler légalement. Les clandestins sont sans droit et vulnérables. Et c'est comme ça partout au pays. Toronto, la métropole canadienne, héberge des milliers de sans-papiers. Et dans cette maison, ils peuvent trouver un repas chaud, de l'aide juridique et même avoir accès à une clinique médicale. This is the FCJ Refugee Center, no? Depuis des décennies, Francisco Rico Martinez dédie sa vie à la protection des migrants. Ils n'ont pas de statut et ils travaillent dans la construction, dans différentes industries, dans des usines. Ils font du ménage. Ils n'ont pas de protection. Francisco et son équipe sont débordés de travail à cause de la pandémie. Les appels n'ont pas cessé. Ils ont explosé.
Parce qu'on est passé d'une organisation qui aidait les migrants dans les procédures d'immigration à une banque alimentaire. Des gens nous appelaient et disaient « On n'a rien à manger ». Francisco dénonce aussi l'apathie des gouvernements. L'un des plus gros problèmes qu'on a, c'est que le système n'est pas équipé pour documenter combien il y a de gens dans cette situation. Combien sont-ils? Pouvez-vous me donner un nombre? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont-ils? C'est un vrai problème de le savoir. Sont-ils 250 000 à Toronto seulement? Un demi-million au Canada? Il y aurait alors un demi-million de sans-papiers au Canada, peut-être même plus. Mais sans données officielles, impossible de savoir. La perception, c'est que ce sont des gens qui ont traversé la frontière de façon illégale. Alors, on a tout de suite l'image de passeurs, de milieux très criminalisés. On associe ça souvent avec la contrebande d'armes ou de drogue ou même de terrorisme. Ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Louise Arbour a aussi été représentante spéciale des Nations unies pour les migrations. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés au pays de façon tout à fait régulière, ou bien qui venaient d'un pays où on n'a pas besoin de visa, des Français, des Britanniques, ou bien qui sont entrés au Canada avec un visa de tourisme ou un visa d'éducation, ça arrive très souvent, et qui ne sont pas repartis. Ceux qui entrent au Canada par le chemin Roxham ne sont d'ailleurs pas des clandestins. Ce sont des demandeurs d'asile qui peuvent obtenir un permis de travail temporaire. Vous avez présentement 80 millions de déplacés, que ce soit pour des raisons politiques, catastrophes naturelles et tout ça. On n'est pas dans une bulle, là. Je veux dire, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de dire on renvoie tout le monde. Oui, vous pensez que ça se fait, ça? Non, ça se fait pas. Denis Coderre a déjà été ministre canadien de l'Immigration et maire de Montréal. Il a même voulu créer une ville sanctuaire pour les sans-papiers. Les gens, quand ils vont en Europe, si par exemple ils viennent du Moyen-Orient, dans leur tête, ils vont retourner chez eux. Quand ils traversent l'Atlantique, il y a une brisure, ils se font une nouvelle vie, ils ne retourneront pas. C'est le cas de Sandrine, qui nous a demandé de changer son nom et son apparence pour protéger son identité. Elle est venue au Canada pour demander l'asile politique. Je viens de l'Afrique subsaharienne. Les présidents sont des dictateurs. Je faisais un métier qui n'était pas en phase avec le président actuel. À un moment, j'étais menacée. Et puis, il fallait que je me sauve. Mais le Canada a rejeté sa demande de refuge. Malgré tout, elle décide de rester. Quand j'ai été refusée, j'ai été tellement choquée. J'ai dit, je ne peux pas retourner. Peu importe les difficultés, je peux supporter. Retourner, ce n'est pas sûr que tu auras la vie sauve. Tu feras de la prison. C'est médiatisé, tu es stigmatisé. Et j'ai décidé de rester. Je savais que je devenais illégale, que ma vie serait compliquée. Croyez-le ou non, Sandrine travaille dans l'industrie du tourisme depuis 5 ans pour la même entreprise. Mais son patron ignore qu'elle est une sans-papier. Je pense que c'est un secret entre le monsieur de l'agence et je ne sais pas comment ça se passe, la transaction. Et justement, c'est ce monde-là qui ont fait rouler l'économie canadienne pendant toute la pandémie, pendant que les gens citoyens comme moi ont pu rester en sécurité à la maison. L'étudiant Fred Buril fait partie du réseau militant Solidarité sans frontières, tout comme Sandrine. C'est ce groupe qui a organisé les manifestations de sans-papiers cet été. On revendique la fin de toute déportation, qu'il n'y aurait aucune déportation de personnes, de quiconque du Canada, la fin de toute détention pour les personnes migrantes. Mais avant l'activisme politique, le plus important pour les sans-papiers, c'est d'avoir un gagne-pain. Ce que je fais, c'est vraiment pour la survie parce que je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas de bon gré. Parce que c'est humiliant, c'est rabaissant, c'est frustrant. Je gagne moins que le salaire minimum. Moins que le salaire minimum, c'est bien peu. Mais le prix de la clandestinité peut être encore plus élevé.
Après la pause, des gens sans scrupules qui exploitent les sans-papiers et qui mettent leur vie en danger. On l'appelle la capitale de la tomate, Leamington, une ville dans le sud-ouest de l'Ontario. Ici, les étés sont longs et la terre produit des fruits et des légumes qui vont garnir les tablettes de nos épiceries. Mais la beauté des lieux cache aussi des drames terribles. Mauvaise nouvelle, un deuxième travailleur migrant est mort de la COVID-19 dans la région de Windsor. Rogelio Munoz était un travailleur sans papier, arrivé au pays comme touriste. Sa mort a révélé au grand jour la présence de centaines de clandestins dans les fermes et leurs difficiles conditions de travail. Up to 2,000 of the 8,000 workers that are here may be illegal. Le COVID-19 a révélé que des milliers de travailleurs migrants sont victimes d'exploitation, d'abus de travail et possiblement de trafic humain au Canada. Luis Alberto Mata a une mission bien particulière, lutter contre le trafic d'êtres humains. Le trafic de personnes attire l'attention de l'opinion publique, des médias, des gouvernements et des autorités lorsqu'il s'agit de l'industrie du sexe. Mais quand il est question de trafic de travailleurs, c'est quelque chose qui disparaît. C'est littéralement ignoré par une grande partie de la société et des autorités, même par le gouvernement. Le problème, c'est que souvent, les sans-papiers travaillent pour des réseaux bien organisés qui échappent au contrôle des autorités. On nous a recrutés à Toronto, sur Facebook, pour nous amener ici. On nous a promis un bon salaire, une maison et de la nourriture. Mais on ne nous a rien donné. C'était des mensonges. José a été recruté par l'un de ces réseaux. Ce Mexicain est aussi arrivé avec un visa de touriste et a rapidement commencé à chercher du travail. Il se souvient bien de sa première nuit à Leamington. On est arrivé et personne ne nous attendait. Dans le sous-sol où on devait dormir, il n'y avait rien de ce qu'on nous avait promis. Pas de nourriture, ni de couverture, ni de douche. L'endroit était envahi par une odeur horrible et les matelas étaient pourris. On était déjà 6 personnes et on attendait 8 autres. Des conditions insalubres et déplorables, dit-il. Un cocktail explosif en temps de pandémie. On travaillait tous à la même ferme, où on s'est infecté. Ils ne prenaient pas soin de nous. Pas de gants, pas de masques, pas de désinfectant pour les mains. Rien de cela. On partageait tous notre lit. On était toujours ensemble. On utilisait la même salle de bain et la même camionnette. On s'est tous infectés. Ensuite, on a commencé à contaminer tout le village. José tombe malade, tout comme son meilleur ami, Rogelio Munoz, le travailleur clandestin mort à cause de la COVID. Mon ami avait 24 ans. C'est trop jeune. L'histoire de José est loin d'être une exception. Et Leamington n'est pas le seul endroit au Canada où des sans-papiers travaillent dans des conditions difficiles, où parfois ils mettent leur vie en danger. Jesus, un autre nom d'emprunt, est un commerçant mexicain qui vit aujourd'hui à Québec. Mais il a déjà parcouru le Canada pour travailler clandestinement dans la construction. À Toronto, je travaillais dans la construction, en excavation et en démolition. C'était très difficile, parce que c'était moi qui étais responsable de mesurer l'endroit où l'on creusait. La pelle mécanique me passait tout près du corps. J'aurais pu facilement être frappé et mourir. On fait affaire avec des sous-traitants. Ces gens t'embauchent
Et ils demandent un bon salaire pour tes services. Mais ils gardent la moitié de ta paie. Ils sont dans des conditions d'extrême vulnérabilité à l'exploitation, bien sûr, que ce soit en faisant du travail domestique dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, et là, on l'a vu dans le domaine de la santé, souvent des gens qui passent par des agences qui ne sont pas toujours très scrupuleuses et qui, là, travaillent dans des situations souvent d'exploitation, de précarité. Et Rissou s'assure que ces agences de placement profitent de chaque dollar gagné par les sans-papiers. Il y a des gens, même des Latinos, qui te louent un espace de 2 mètres dans leur maison pour 300 $ par mois. Et ils vont aussi te trouver un emploi, si tu leur donnes 100 $ par semaine. Pour que tu ne les dénonces pas, ces personnes te demandent ton passeport. C'est la garantie que tu ne vas pas les dénoncer. Tu dois leur donner tes papiers. Et après, tu dois payer pour les récupérer. Et quand la relation est tendue ou quand le patron refuse de payer, on brandit des menaces. Alors il m'a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un illégal. Sais-tu que ce que tu fais est illégal? Je vais te le montrer. Voici mon téléphone. Appelle la police si tu veux. Je peux même appeler et te servir d'interprète. » La police, une menace ou une protection, c'est la question que se posent tous les clandestins. Au retour, on vous parle d'enfants nés ici, au Québec, mais qui n'ont pas droit aux soins de santé. Toronto est une ville en plein essor, une ville qui attire des immigrants d'un peu partout dans le monde. Hi César, how are you? How are you? C'est en banlieue qu'on retrouve César, Tatiana et le petit Enrique, une famille qui rêve de vivre en toute tranquillité au Canada. Enrique est arrivé dans les bras de ses parents il y a 5 mois à peine. Maman! César est un ingénieur mexicain qui travaillait pour une grande pétrolière avant de venir au Canada en 2018. On se disait, où pourrions-nous donner une meilleure vie à nos enfants? Un meilleur futur pour nous? Le seul lieu qui nous venait à l'esprit en Amérique, c'était le Canada. Les États-Unis ont 1000 bonnes choses, mais ça n'a jamais été un endroit de choix pour moi. Personne ne croirait que ce professionnel est un sans-papier. Avant de venir au Canada, il avait même fait le tour du monde. Tatiana, sa femme, est une designer de mode. Elle a rencontré César dans son pays, en Colombie. J'ai connu César dans un mariage. Dans le mariage de mon meilleur ami, à Medellín. Au début, notre relation était à distance. Mais finalement, j'ai déménagé au Mexique, où nous avons vécu ensemble avant de venir au Canada. On est venu chercher de l'information sur les visas et les programmes pour migrants. On avait de l'argent et on n'était pas pressé. On est venu comme touristes pour voir si nous aimions le Canada et pour découvrir le pays. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous informer sur les différentes universités. Mais au début de 2019, leur vie bascule. J'ai connu une femme qui m'a offert une meilleure opportunité que celle d'étudier 2 ans. Bon, je croyais que c'était une meilleure opportunité. Et c'est là que notre calvaire a commencé. César a connu une avocate qui lui a offert de faire tous les papiers. Je me suis retrouvé dans une toile de mensonges, de fausses promesses. Je me suis retrouvé sans mon passeport. Son passeport est entre les mains de cette fameuse avocate, à qui il a versé beaucoup d'argent. Elle n'était pas une avocate, ni une consultante d'immigration, ni rien. Lorsqu'il découvre l'arnaque, il est trop tard. Tatiana est enceinte et leurs économies ont fondu.
Quand j'ai su que j'allais devenir papa, notre vie est devenue très chaotique. Ce moment devrait toujours être heureux. Mais ma femme et moi, on n'a pas pu profiter de notre grossesse. Et ça ne s'arrête pas là. Pour se loger, pour payer les visites à l'hôpital, Tatiana et César acceptent à contre-cœur de travailler illégalement pour la fausse avocate. Pour moi, ça a été très difficile parce que nous travaillions pour elle. Le travail était dur. César dans la construction et moi, je faisais du ménage, même si j'étais enceinte. On n'avait pas d'autre option parce qu'on était des illégaux. Comme si c'était pas assez, le petit Enrique, né en mai dernier, est très malade. On doit l'opérer à cœur ouvert. Après plusieurs examens, on nous a dit qu'il avait une malformation cardiaque congénitale. C'est comme un trou à l'intérieur du cœur. Enrique doit se battre pour vivre. Il est hospitalisé pendant des mois sous le regard de sa mère. César, lui, ne peut pas se permettre de manquer une seule journée de travail. J'ai mis mes propres besoins de côté. Je dois remplir les promesses que j'ai faites à ma femme et à mon bébé. La maladie du petit Enrique force encore aujourd'hui César à travailler pour la fausse avocate qui contrôle toute sa vie. Mais elle est loin d'être la seule qui profite des sans-papiers. Non. Je ne suis qu'un cas sur des milliers de cas, incluant des situations bien pires. Je connais beaucoup de gens qui se font des millions en louant des appartements aux migrants sans papier. César et Tatiana ont dénoncé la femme qui les a bernés aux policiers. Une enquête est en cours. Je n'ai jamais pensé que je quitterais un pays du tiers-monde où je vivais une bonne vie pour un pays développé où je vivrais une vie comme on voit dans les films d'horreur. Mon plus grand rêve, c'est d'être ici légalement, de travailler dans ce que j'aime, ne plus faire de ménage, faire ce que j'aime et voir ma famille. Et comment vois-tu l'avenir? Je ne sais pas. Enrique est maintenant sorti de l'hôpital, mais au cours des prochaines années, il aura besoin de soins spécialisés. Ses parents ne veulent donc pas quitter le pays. C'est la vie de clandestin qui se poursuit. César doit continuer de travailler. Sans travail, sa famille n'aura rien à manger. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Si j'ai un accident au travail, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver. Partout au Canada, les ambulances, les urgences, les hôpitaux, les médecins ne sont pas accessibles aux sans-papiers. Ils n'ont pas accès à la santé publique gratuite comme les autres. Tatiana, par exemple, a dû payer pour ses suivis de grossesse. Mais tous les sans-papiers ne peuvent pas se le permettre. Heureusement, il y a des protecteurs qui leur viennent en aide, comme dans cette clinique de Montréal. Autour de 2009, moi, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes migrantes à statut précaire. C'était des gens qui avaient des emplois, qui étaient tombés sur un chantier de construction, qui s'étaient cassés un bras. Fait que là, nous, on savait plus quoi faire avec ces gens-là. Médecins du Monde offre des services aux migrants qui n'ont pas accès au système de santé, dont des sans-papiers. Il y a des personnes là-dedans qui se cachent. La plupart, c'est les gens qui viennent nous voir vont attendre vraiment longtemps, puis ils n'auront pas le choix de venir consulter quand ils viennent. Ils ont peur du système d'immigration. Uniquement dans cette clinique, Médecins du Monde aide environ 1000 personnes par année. On a des belles histoires de gens qu'on a suivis pendant plusieurs années qui maintenant ont un statut, qui maintenant ont accès, puis qui nous remercient d'avoir été là. Mais la clinique ne peut pas remplacer le système de santé. Mais on arrive au bout de ce qu'on est capable de faire. Quand les gens arrivent ici avec des cancers, avec des maladies chroniques, on fait ce qu'on peut, mais on n'arrive pas, on ne pourra jamais répondre à la demande. Il faudrait qu'il y ait un accès dans le système. Un accès pour tous, c'est le rêve de ses protecteurs et des clandestins aussi. Mais le système de santé est provincial et les choses sont différentes d'un endroit à l'autre. Le petit Enrique, parce qu'il est un citoyen canadien, a été pris en charge par le système de santé en Ontario.
Et ça, même si ses parents sont des clandestins. Mais s'ils vivaient au Québec, les choses seraient différentes. Il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant. Des médecins et même des infirmières qui nous disaient « Ah, les bébés qui naissent au Québec, c'est des citoyens canadiens, donc ils ont accès à la carte RAMQ. » Non. Les citoyens canadiens, des bébés qui naissent ici, si leurs parents n'ont pas accès à la carte RAMQ, le bébé est citoyen canadien, mais n'auront pas accès à la carte RAMQ non plus. C'est des citoyens canadiens de deuxième zone. Alors, les bébés n'ont pas de service parce que les parents n'ont pas de carte d'assurance maladie. Voici des factures de près de 20 000 $ reçues par les parents d'un bébé malade né au Québec l'hiver dernier. Ils sont nés ici, ils vivent ici. Ils n'ont jamais connu aucun autre pays qu'ici. Il n'y a pas que des organismes comme Médecins du Monde qui dénoncent cette situation. En 2018, le protecteur des citoyens du Québec demandait que tous les enfants nés au pays, même ceux des clandestins, aient accès gratuitement au système de santé. Le gouvernement avait alors dit qu'il étudiait la question. Considérant qu'il s'agit d'un phénomène récent et difficile à chiffrer, le ministère a récemment mandaté un comité de travail interministériel coordonné par la RAMQ pour documenter le phénomène. Un phénomène récent, dit-on. Et pourtant, il y a 20 ans, on assurait que le sujet était clos. C'est un nouvel article de loi. Le gouvernement de l'époque, où François Legault était ministre, a fait adopter une loi pour donner un accès gratuit à la santé à tous les enfants nés ici. Et pourtant, rien n'a changé jusqu'à maintenant. Donc la RAMQ, finalement, elle s'est dit, tiens, nous, on va faire notre règlement interne. Et ils n'appliquent pas la décision du législateur, ce qui est quand même un petit peu grave, parce que dans une démocratie, ils devraient suivre les élus et pas suivre ce qu'eux, ils pensent tout le temps. Une demande d'action collective contre le gouvernement a été déposée l'été dernier dans ce dossier. Et le gouvernement a répondu la même chose qu'il y a 20 ans. Il dit avoir l'intention d'élargir la couverture médicale aux enfants nés au Québec de parents ayant un statut d'immigration précaire. Bien sûr, les bébés clandestins bénéficieraient d'une telle mesure. En attendant, des enfants se font toujours refuser des soins de santé sans frais au Québec. Dans un instant, on vous raconte comment ça se passe à la prison des sans-papiers. Là-bas, on est tous traités comme des détenus, des prisonniers. Il n'y a pas de différence. Voici le centre de surveillance de l'immigration à Laval. Ce qui frappe en premier, c'est vrai que ce sont les barbelés, les fenêtres condamnées, et ça me redonne tout de suite l'image de l'intérieur, comme on se sent vraiment séparé du monde, quoi. Cet endroit fait peur aux sans-papiers qui vivent clandestinement au pays. Là-bas, on est tous traités comme des détenus, des prisonniers. Il n'y a pas de différence. Il y a 3 centres comme celui-ci au Canada. C'est là que les clandestins séjournent avant d'être déportés. C'est des heures fixes pour se lever, 5h30, à 6h on doit manger. C'est un emploi du temps bien déterminé déjà. Si besoin, des rendez-vous en ville. Par exemple, on a besoin de voir des agents d'immigration. Abdul connaît bien ce centre. Il y a vécu plusieurs semaines et pour en sortir, il a même fait une grève de la faim. Il a de bien mauvais souvenirs de l'endroit. Et il y en a aussi des occasions où on se retrouve pratiquement ligoté de partout. Par exemple, quand on devait aller à l'hôpital, on est ligoté des pieds et des mains aussi. Et c'est vraiment aussi une expérience humiliante, je vais dire, parce qu'on traverse tout l'hôpital rempli de monde avec toutes ces chaînes autour. On se sent vraiment comme un danger pour tout le monde. Ces centres sont gérés par l'Agence des services frontaliers du Canada. Mais ceux qui s'occupent des détenus sont des agents de sécurité privés. Selon cette offre d'emploi, ils sont payés 20 $ de l'heure à l'embauche et doivent avoir un secondaire 5 ou une expérience équivalente. Ils sont autour de 15-20 et puis ils se font des rondes. J'ai eu à plein de reprises à faire des plaintes par rapport au traitement. Ce recours aux compagnies privées a déjà été critiqué, et pas seulement par les sans-papiers, parce que ces gardiens s'occupent de personnes qui sont souvent en détresse psychologique. A 911 call was played at the coroner's inquest into the death of a Mexican woman in a holding cell. Il y a 7 ans, une sans-papier s'est enlevé la vie dans l'un de ces centres à Vancouver,
la veille de sa déportation. À la suite d'une enquête, une coroner a critiqué le recours à des agents de sécurité privés. Les gardes de sécurité privée n'étaient pas aussi bien formés que les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada. Et il y avait un taux de roulement élevé du personnel, probablement en raison des bas salaires. Ils n'avaient été formés que pour mettre des chaînes aux pieds, menotter et donner les premiers soins de base. Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers assure que ses gardiens reçoivent les formations appropriées. Le recours au privé représente un meilleur rapport qualité-prix pour le gouvernement du Canada, dit-on. Abdul ne veut pas être enfermé de nouveau dans ce centre, mais il sait bien qu'on peut le forcer à revenir à tout moment pour le déporter. Dans la rue, ce sont les sirènes, les gyrophares et les uniformes qui effraient les clandestins. Tous les jours, je fais attention. Tous les jours, je sais que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Je ne suis pas à l'abri. Du moment où je fais un faux pas, c'est fini. Les personnes sans papier ont peur de la police. Et ils ont peur avec raison, parce qu'ils savent qu'il y a un risque de détention, qu'il y a un risque de déportation, alors qu'ils se rendent au travail, alors qu'ils amènent leurs enfants à l'école. Dans la vie de tous les jours, le risque de se retrouver dans les mailles de l'Agence des services frontaliers, ça passe par les policiers, dans la majorité des cas. Le sociologue David Moffett s'intéresse de près aux interactions entre les policiers municipaux et les sans-papiers. Des données que j'ai obtenues d'accès à l'information nous montrent que 10 000 fois par année, à travers le pays, des policiers de différents corps de police, donc des policiers municipaux, vont téléphoner à leurs collègues pour vérifier diverses informations sur des personnes qu'elles ont devant elles. Ça peut être de vérifier s'il y a un mandat d'arrêt pour cette personne-là, mais dans la majorité des cas, c'est pour déterminer le statut d'immigration d'une personne. Ces informations de 2019 montrent qu'en comparaison avec leurs collègues du pays, c'est la police de Montréal qui remporte le palmarès des contacts avec l'immigration canadienne. En moyenne, les policiers de Montréal appelaient l'Agence des services frontaliers 10 fois par jour. Des contacts qu'on est incapable d'expliquer. Qu'est-ce qui amène ça? C'est que tout le monde peut appeler. Pratiquement n'importe quel policier sur la route peut téléphoner. Donc, pour retracer tout ça, ça devient difficile. La police de Montréal avoue qu'il y a eu certains dérapages dans le passé. C'est clair, ce n'est pas le mandat des policiers municipaux d'appliquer la loi sur l'immigration. Si le policier demande à une personne quel est votre statut au Canada dans le but de la dénoncer, ça, non, c'est pas dans notre travail. Donc ça, à ce moment-là, je vous dirais, ça, c'est pas acceptable. La police a toutefois l'obligation d'exécuter les mandats d'arrestation. Et selon le Bureau du vérificateur général du Canada, 35 000 sans-papiers sont recherchés et près de 3 000 d'entre eux ont un passé criminel. Mais la grande majorité des clandestins ne sont pas des criminels et les autorités aimeraient bien tisser des liens de confiance avec eux. On veut que les personnes qui se fassent interpeller soient en sécurité. Parfois, on a des victimes d'actes criminels qui ont peur d'aller vers le service de police ou on a des témoins d'actes criminels aussi. Rosané Filato est responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal. À son avis, l'une des solutions pour se rapprocher des 50 000 sans-papiers qui vivent dans la métropole québécoise pourrait être la création d'une carte d'identité municipale. On peut penser au modèle de New York, par exemple, où il y a une carte universelle pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui devient une façon de s'identifier officiellement. Donc, ça serait une carte universelle, justement, qui ferait en sorte qu'un policier, une policière ne remettrait pas en question le statut de la personne, le statut migratoire. Donc, on ne poserait pas cette question-là et on n'appellerait pas l'Agence de services frontaliers. Cette solution viendrait s'ajouter à une décision prise par la police. Il ne faut pas laisser au bon vouloir de chaque policier de contacter l'immigration.
Un policier, peu importe où sur le territoire, va devoir appeler un endroit central au SPVM et c'est une personne qui va faire les validations, les vérifications. Le SPVM travaille actuellement sur un projet de guichet, donc de trouver une façon pour que les policiers n'appellent pas directement l'agence, mais passent par, je vais l'expliquer simplement, par un filtre. Donc, pour analyser au cas par cas, est-ce que c'est un cas où on doit appeler? Ces mesures devront cependant faire leurs preuves. Après des années de méfiance, il faudra probablement du temps pour bâtir des ponts entre les autorités et les sans-papiers. On n'est pas sans-papiers parce qu'on est criminel. On n'est pas sans-papiers parce qu'on est des méchants de la société. Il y a des circonstances qui amènent les gens à être sans-papiers. C'est comme quelqu'un qui est malade. On n'est pas malade parce qu'on le veut. Le sujet des clandestins n'est pas simple. Pour beaucoup de Canadiens, tout comme pour le gouvernement, ceux qui n'ont pas l'autorisation d'être ici doivent partir. Mais d'autres parlent plutôt de trouver des solutions, une amnistie par exemple. Moi, je pense que ce qu'on doit préconiser à ce moment-là, c'est de les régulariser. Et ça veut dire d'abord de les inviter à sortir de l'ombre. Et là, on est prêt à vous donner l'opportunité d'entrer dans une société régulière, de ne plus être des sans-papiers, d'avoir des papiers, régulariser votre situation. Et c'est une politique tout à fait courante dans la plupart des pays européens, où on régularise les gens qui sont là. Mais doit-on régulariser tous les sans-papiers? Mais les gens qui font face à des accusations criminelles sévères ou même pire encore, à des condamnations, ça, c'est tout à fait légitime de les exclure et de prendre les moyens appropriés pour les renvoyer. Alors, bonjour à tous. Pour l'ex-ministre de l'Immigration, qui, comme maire, a voulu faire de Montréal une ville sanctuaire, chaque cas est unique. Autant je ne peux pas être en accord avec une amnistie générale, autant on doit s'assurer que c'est du cas par cas. Il peut y en avoir des déportations. Si quelqu'un a fourré le système, être Canadien, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Quoi qu'il en soit, les centaines de milliers de clandestins au Canada rêvent seulement de vivre comme les autres. J'espère que le reportage de ce soir vous a touché. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.